Chers amis, les débats étaient tellement intéressants tout à l'heure que nous ne voudrions pas perdre des précieuses minutes au démarrage. Merci aux organisateurs du collège d'avoir fait une table ronde sur le consentement parce que c'est aujourd'hui une question centrale de notre pratique. Et vous le savez, le consentement peut être remis en question a posteriori et nous n'avons pas de marqueur précis de ce qu'est un consentement. Un consentement écrit ne vaut pas, un consentement oral peut être remis en question. Donc qu'est-ce que c'est que le consentement? Et surtout, la question que nous posons, nous, c'est comment pouvons-nous l'établir, puisqu'il y a une inversion de la charge de la preuve et c'est à nous de prouver que la patiente a consenti. Et on ne nous dit pas comment le prouver, ça s'appelle une injonction contradictoire, et vous le savez, les injonctions contradictoires se rendent fous. Je collabore avec Philippe Descamps, qui est philosophe, parce que c'est une tradition de la commission d'éthique d'avoir attiré vers nous des extérieurs au monde médical. Et je te laisse la parole, Philippe, d'une part pour dire ton petit mot et introduire notre première oratrice. Bonjour à tous. Juste pour souligner l'intérêt, la complexité et parfois même le caractère aporétique de la question du consentement, je vous raconte un tout petit truc, j'en ai pour une seconde, Sylvie, ne t'inquiète pas. Il m'arrive souvent avec des étudiants qui débutent en éthique médicale, donc vraiment des débutants, de leur proposer de choisir un sujet, celui qu'ils veulent, pour voir un peu où on en est. Et beaucoup d'élèves choisissent la question du consentement, c'est majoritaire. Se disant, oh, ça va vite être plié, hein, le consentement, il suffit que le patient ait dit, bon, bah d'accord. Une fois qu'on lui a décrit, une fois que le praticien lui a décrit son intervention avec plein de noms d'oiseaux gréco-latins bizarres, et un bon d'accord, c'est un consentement. Alors évidemment, quand ils commencent à travailler le sujet, ils se rendent compte qu'ils auraient mieux fait de prendre un autre sujet, parce que c'est une question excessivement complexe, et j'espère que Sylvie, ne serait-ce que médicalement, tu vas pouvoir nous le montrer. Je te laisse la parole, Sylvie Pellepoint. Merci beaucoup, merci Philippe, merci Israël. Je suis ravie de participer à ce débat. Je vais essayer de ne pas être soporificogène. Je vais aborder un certain nombre d'aspects cliniques que nous rencontrons, nous, gynécologues, dans ce débat qui est très vaste à l'heure actuelle. Donc, je ne savais pas trop bien comment aborder la question. Donc, j'ai fait depuis quelques semaines une enquête informelle auprès de collègues, hommes-femmes, en leur disant à brûle-pourpoint, je te dis consentement, tu me réponds quoi ? Et donc, j'ai eu premièrement des histoires de collègues gynécologues femmes de leur premier examen gynécologique. Donc, ça pourrait faire un livre. Donc, je ne vous en parle pas aujourd'hui. C'est intéressant, c'est une double facette. Et sinon, des réponses très diverses selon la fonction de soins de la personne à qui je me suis adressée, qui m'ont entraîné deux volets de réflexion. Le premier, c'est celui qui nous anime beaucoup à l'heure actuelle, c'est le corps, le toucher, la clinique. Et le deuxième, c'est consentement pour les actes, bilan, actes opératoires, données médicales, etc. Pour l'un et l'autre de ces volets, ce qui est dit ou parfois non dit ou sous-entendu, c'est très différent de ce qui est entendu par les personnes, et ça, nous le constatons au quotidien, et je finirai par ça. L'évolution de la pensée actuelle met en défaut les proverbes de la langue française, tels qu'ils peuvent être recueillis comme par l'anthropologue Françoise Lux, qui ne dit rien ou qui ne dit mot consent, et ou les poètes comme ce poète anglais du début du XVIIe, John Dryden, dans Hélène to Paris, à demi consent, qui refuse en silence, et je pense qu'on va dire tout le contraire dans notre débat aujourd'hui. Alors, le contexte de l'examen clinique, je commence par ce premier volet. C'est un contexte d'exercice professionnel difficile, mis en cause pour suspicion de violence gynéco-obstétricale. Il y a eu de nombreux débats au sein du collège là-dessus. Pour moi, c'est illustré par la plaque de collègues gynécologues parisiennes, par ailleurs extrêmement bienveillante, qui a été recouverte par cette affiche que je vous laisse lire, ce qui l'a évidemment énormément bouleversé. Des situations patentes qui sont mises en exergue, médiatisées, et qui masquent la majorité des soins en relation de confiance patiente-gynécologue, femmes ou hommes évidemment, avec finalement peu de plaintes, comme Joël le souligne relativement régulièrement. Un danger de renoncement des femmes au suivi régulier, et puis surtout
ce qu'on a un peu tous vécu, un danger de confusion avec le mouvement de libération de parole sur les violences faites aux femmes, qui de façon tout à fait légitime a entraîné de multiples publications, dont ce livre, Le consentement, dont vous avez entendu parler, et plein d'autres, et puis aussi des dérives et des exploitations par des faux guérisseurs, comme vous pouvez le voir également. Et je crois qu'on était beaucoup à être très contents de l'apparition de la charte de la consultation publiée par le collège en octobre, demandant que soit désormais bien distinguer les actes à caractère sexuel et les examens médico-vaginaux ou rectaux pratiqués dans le cadre d'une prise en charge médicale. Alors il y a depuis 2 jours les recommandations, sur lesquelles évidemment je ne reviens pas. Je reviens juste sur cette image d'un des sites sur lequel je suis tombée quelques heures après la réunion sur les recommandations, cette image qui illustre une table d'examen gynécologique avec les étriers bien refermés, les bottes, le jean, comme ça on n'est pas prêt d'y toucher. Alors, la particularité de la consultation de gynécologie obstétrique, c'est l'intimité physique et psychique des femmes. Alors, tout le monde le sait, mais ce n'est pas inutile de le répéter. On est quand même dans un domaine très particulier parce qu'on touche à des organes sexuels. Et donc, nos gestes examens, quel que soit notre sexe, notre genre, peuvent s'apparenter à des gestes sexuels. Et en premier lieu, bien sûr, le toucher à 2 doigts dans le vagin, qui peuvent faire partie des pratiques érotiques de la personne. Car aussi, il s'effectue dans nombre de cas dans un contexte de dépistage où il n'y a pas urgence, où il n'y a pas demande, et moins sur le diagnostic sur plainte, douleur, saignement, suivi de pathologie. Et d'ailleurs, même dans ce dernier cas, dans tout ce qu'on nous a enseigné pendant des années, la reproduction de la douleur était enseignée comme une part du diagnostic, et il m'est venu en écrivant ça la mémoire de ce mot qui était le cri du Douglas que nous devions rechercher en urgence pour diagnostiquer la grossesse extra-utérine. Donc, s'il y a une mesure très difficile, je ne fais qu'aborder ce sujet par les réflexions que j'ai entendues ou qui sont venues personnellement en tête. Par exemple, l'examen de la palpation des seins, qui est le sein, on avait beaucoup travaillé au sein de la société de gynéco-psychosomatique sur cet organe du plaisir, du lien maternel, mais aussi du cancer si fréquent chez la femme. Et soit la palpation est trop appuyée, ça appelle la notion de violence, soit elle est trop douce et elle est suspecte de caresses illégitimes. Le contexte de l'examen clinique, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'était le toucher au fil du temps. La première notion qui est relevée par Paul Hirschhorn dans le livre Naissance de René Friedman, c'est celle de Roderer en 1763 dans son élément de l'art des accouchements, qui dit qu'il faut poser la main sur le ventre des femmes enceintes de son hospice. Mais avant, on ne retrouve pas grand-chose, jusqu'à Adolphe Pinard dans la première partie du XXe, qui, ayant observé les sages-femmes et ce qu'elles faisaient, commence à mettre en place les éléments de l'examen gynécologique, de la palpation abdominale, etc. Et donc le XXe et le début du XXIe siècle, comme nous le savons tous, c'est la valorisation de l'examen clinique. On ne soigne pas des éléments, des examens complémentaires. On peut se faire retoquer quand on présente un dossier au staff si on n'a pas fait tel ou tel examen. Et j'ai en mémoire mes premiers stages d'externe, c'était il y a un certain temps, où quand il y avait un vieux monsieur qui arrivait pour une pneumopathie et suspect de tuberculose, dans une salle qui était encore une salle commune, quand il y avait la visite du chef de clinique, je me faisais reprocher de ne pas avoir fait le toucher rectal, qui évidemment, à 18 ans extrêmement timide, me semblait quelque chose de non nécessaire dans le cadre des crachats un petit peu glaireux de cet homme. Donc, si je reviens à l'examen habituel dans notre domaine, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, nous, on avait tous l'impression, en bonne foi, d'un consentement implicite. Et c'est cet implicite qui a disparu dans les débats actuels, et on est arrivé très vite à la dépréciation actuelle de cet examen, à son caractère intrusif, au profit de l'imagerie qui, pour certains, déshumanise et qui, pour certains, va être un meilleur respect du corps. Je vous avais mis ce dessin du Caravage que j'avais mis un jour de côté quand j'avais visité et que je trouvais absolument extraordinaire, car il dit... car il n'a pas dit seulement si je ne vois, mais encore si je ne touche, pour arriver vraiment à se faire le diagnostic. Je parle évidemment de saint Thomas.
L'interrogatoire, je crois que c'est là-dessus qu'on est tous d'accord. L'interrogatoire, c'est l'échange, c'est l'accueil, ça détermine la constitution du lien. Et on est quand même beaucoup, dans toutes les réponses que j'ai eues de mes collègues, qui m'ont tous dit, si on interroge bien, le consentement, il est implicite. On a établi le lien et ça va prendre un sens dans une relation de confiance, c'est la protection réciproque. Et aussi la mémoire du toucher du corps, qui est la fonction aussi de casser la distanciation sociale entre médecins et patients. Et l'exemple, c'est le fait de serrer la main, ce qu'on ne fait plus depuis le Covid. Et il y a quelque chose qui a changé dans nos consultations. Et par ce fait de se serrer la main, d'avoir un contact corporel, il y avait une espèce de participation à l'instauration du lien et à l'instauration de cette fonction de bienveillance. Et puis l'importance de la vue du corps dans l'examen, tout ce qui n'a pas été dit à l'interrogatoire, par oubli, par timidité, par honte, et là je ne peux pas énumérer de façon exhaustive, mais c'est découverte de la pilosité, de cicatrices dont on va nous dire des choses, mais dont on ne nous avait pas parlé, de séquelles d'excision, au spéculum d'hymen resserré, etc., etc. Mais cet examen qui nous semblait implicite n'évacuait pas l'idée d'absence de consentement par rapport à la nudité du corps, sans remonter à un temps un petit peu plus lointain où les femmes entraient toutes nues face à des gens habillés dans la salle de consultation, mais ce n'était pas il y a si longtemps. La particularité toujours, c'est quel objectif du toucher, et donc c'est toute la discussion à l'heure actuelle. S'il n'y a pas d'objectif, ça exclut le systématique. Les explications préalables sur la réalisation de l'examen sont indispensables, mais la question c'est, est-ce que la demande explicite de consentement l'est, c'est-à-dire si je demande formellement, c'est que potentiellement ça pourrait ne pas être utile ou je pourrais être nuisible. Donc ça introduit cette question-là, et donc aux réponses de mes différents collègues, j'ai entendu 50 000 dérivatifs, je vous en ai mis que quelques-uns. Vous voulez bien que je vous examine, vous n'avez pas d'objection là, vous êtes prêts, on y va, on passe à l'examen, voulez-vous écarter vos lèvres vous-même, introduire la sonde vous-même, etc., etc. Et le mot-clé qui est « mais détendez-vous ». Donc, quel consentement, Israël vient de le dire, on ne sait pas très bien, oral, écrit, et quelle valeur a-t-il? Et je vais laisser donc mes collègues juristes ultérieurement répondre à cette question, parce que finalement, ce sont les mêmes questions-réponses que pour les actes, qui est la deuxième partie de ce que je voulais vous dire. Donc, dans notre profession, on est inondé de consentements, je ne les ai sûrement pas tous mis, IVG, interruption médicale de grossesse, AMP pour toutes les techniques, et après chacune des... avant chacune des tentatives. Les bilans génétiques, vous savez, quand vous voulez faire un bilan de fausse couche ou un bilan d'absence d'implantation, donc vous demandez le cariotype et très rapidement, on fait signer que j'ai informé le patient que c'était un examen génétique et le patient signe que le docteur il a dit que c'était un examen génétique. Je serais curieuse de savoir la différence de tout ce que nous ici nous disons comme information sur ça veut dire quoi ce génétique. Mais il faut l'avoir signé pour que le labo rende un résultat. Donc c'est toute l'ambiguïté de ces consentements sur lesquels je vais revenir, opératoire, le consentement à des recherches, etc. Alors, ce qu'on dit quand même aux personnes qui ont demandé des consentements, c'est que c'est aussi leur protection. C'est la protection de la personne et pas seulement la protection du corps médical. Mais dans ces consentements pour acte, et je pense à tout ce qui est en AMP, et je reviens souvent sur l'AMP parce que c'est quand même ce que je connais le mieux, c'est l'engagement de conformité avec la loi. Par exemple, sur la conservation embryonnaire, il faut bien que les gens soient d'accord sur le devenir de leurs embryons. Très rapidement, parce que Gérard en a parlé ce matin, il y a un peu deux facettes. Il y a l'éthique en acte qui a été longtemps prônée ou expliquée par Anne Payet, qui a une socio-anthropologue qui a travaillé en réanimation néonatale et qui a apprécié la variabilité de justement cette appréciation du risque chez les soignants en fonction de leur éducation, de leur formation, de leur expérience, d'éventuels traumatismes personnels antérieurs, puis de leurs connaissances, qui vont déterminer l'information délivrée et la remise du consentement. Et il y a l'autre abord qui est l'éthique clinique. Vous avez entendu parler ce matin des 4 principes d'éthique clinique. Et là, finalement, ce qui va être en cause, c'est l'autonomie de la personne. Mais dans le consentement, c'est l'étape préalable. Le deuxième principe d'éthique clinique, qui est le principe de compétence, c'est-à-dire l'information donnée est-elle reçue pour donner la capacité de l'autonomie de la personne. Alors, il y a des exemples variés.
je prends celui du consentement d'assistance médicale à la procréation, où il est dit par exemple qu'il faut que les gens ont reçu, témoignent et signent qu'ils ont reçu des informations sur les grossesses et sur la santé des enfants en FIV. C'est un paquet énorme et dans nos consultations, est-ce qu'on peut raconter la part des techniques, des traitements, du terrain, alerter mais ne pas alarmer, etc., etc. On doit parler du devenir des embryons si décès du conjoint. Il faudrait aborder l'interdiction du transfert post-mortem et transporter dans la mort ce qui est de l'ordre là de la demande simplement de donner la vie. Ou tout simplement le devenir des embryons surnuméraires. La congélation embryonnaire, elle est acceptée pour multiplier les chances lors d'une tentative, mais quand l'enfant est né et qu'il reste des embryons, ça peut créer des désirs tout à fait contradictoires. Deuxième exemple et dernier exemple, c'est l'idée de demander aux gens s'ils acceptent ou non la transmission nominative des données du cycle et leur anonymisation par l'Agence de la biomédecine. Si on n'a pas de temps et tout ça est extrêmement chronophage, on va parler de données anonymes et on va susciter des notions de mon identité, ça va être sur les réseaux, et des idées de complotisme qui font que si on n'explique pas bien, eh bien, on a un pourcentage extrêmement variable d'acceptation de transmission qui va servir à l'analyse du devenir des femmes et des enfants. Et donc, sur des années, on va pouvoir avoir des données. C'est ce qu'il faut expliquer, mais on a souvent du mal à l'expliquer. Et quand les gens refusent, ils refusent en disant qu'ils assument les conséquences de ce choix sur les éventuelles surveillances épidémiologiques. Donc, c'est dur aussi de leur faire signer ça. Les limites de l'information pour consentement éclairé, toujours les contraintes de temps et de moyens. Éclairé, on peut faire de multiples façons, je vous l'ai dit, selon notre fonctionnement. Un éclairage violent, tamisé, indirect, progressif, comme on dit au bloc opératoire, l'éclairage sans ombre, et faire la lumière sur ce qui nous semble à nous certaines formes de risque. La question que je lance dans le débat, c'est jusqu'où et comment aller dans l'information pour favoriser la réflexion. D'où vient le choix décisionnel, d'où vient éventuellement le consentement, en étant à la fois complet, mais ne pas générer d'angoisse, comme il peut y avoir dans l'information sur l'amniosynthèse et les fausses couches après amniosynthèse, dans l'infection post-ponction ovocytaire. Je pense que dans le domaine de l'AMP, c'est tellement rare que peu de personnes en parlent, ou du moins pas au moment de la signature. Et dans le diagnostic anténatal, je n'entre pas dans les détails évidemment. Donc l'idée quand même, c'est qu'on a des supports scientifiques et que pour le consentement, il est fondamental de se baser sur ces supports scientifiques. Les limites, c'est également les problématiques supplémentaires liées à la barrière culturelle. Quand on a affaire à des personnes qui sont issues d'une culture où il y a des représentations autres du risque et de sa causalité, quand l'imagerie et la biologie dont nous disposons ne résument pas elles seules la représentation de la pathologie ou de ce qui est vécu comme un malheur, avec la question à laquelle il faut répondre, pourquoi moi, à ce moment de ma vie, il faut que j'ai une réponse avant de signer le consentement que vous me demandez. Le consentement, en général, ne peut pas être obtenu si le doute sur la causalité dans le système de représentation de la personne n'est pas levé. Et il faut arriver, dans des systèmes culturels parfois très différents, à trouver un pont anti-aporie. L'aporie, c'est le fait que deux personnes vivent dans un monde parallèle et que leur parole ne peut pas se croiser. Et il faut absolument lutter contre cette aporie qui fait qu'il y a des malentendus totaux dans les consentements que nous faisons signer. Sylvie, est-ce que tu pourrais conclure? Oui, je finis, il me reste une dia. Et puis l'obstacle linguistique, la précarité éducationnelle sans moyen de compréhension. Est-ce que, messieurs les modérateurs, vous pouvez me donner 5 minutes là? C'est au détriment de la discussion, Sylvie. On avait dit 15 minutes pour chacun. Donc, d'accord, j'avais préparé pour 20, c'est pour ça qu'il me restait 5. Donc je conclus sans les exemples? Non, mais Oui, qu'on laisse parler tout le monde. Et puis Pardon? Oui, qu'on laisse parler tout le monde, quitte à okay. ce que tu reviennes après, dans la discussion. Et ben voilà. Je propose une discussion générale et on a la chance d'avoir le Comité consultatif national d'éthique parmi nous. Karine Lefebvre, vous avez la parole. Merci.
Alors bonjour à toutes et à tous. Vous avez, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, une personne du Comité consultatif national d'éthique. Alors, je suis vice-présidente du comité, mais nous sommes 45. Donc, merci de votre accueil et de votre invitation pour ce sujet qui est bien évidemment. Alors, m'intéresse beaucoup à titre personnel. Je suis juriste spécialisée sur la question du droit des personnes, mais on l'a travaillé à plusieurs reprises au sein du Comité consultatif national d'éthique. Je prends le temps de m'arrêter sur ces termes. Je vous rappelle que c'est une institution indépendante qui a été créée par François Mitterrand il y a 40 ans. Nous allons fêter le 8 et le 9 mars les 40 ans du Comité consultatif national d'éthique. Et voilà, on l'a vécu et vous avez une de vos collègues, Alexandra Benaki, qui est dans la salle et qui est membre aussi du comité. On voit bien que ces questionnements éthiques ont pris une ampleur, en tout cas un écho tout à fait particulier, alors depuis longtemps, mais particulièrement pendant la crise et depuis la crise. Alors sur cette question du consentement, j'ai été co-rapporteur avec le professeur Régis Aubry d'un avis donc, que je vous invite vraiment à aller consulter pour ceux qui n'auraient pas pris le temps de le faire, et je sais bien que vos emplois du temps sont très pris, mais d'un avis, c'est l'avis 136 sur les enjeux éthiques relatifs au consentement dans la relation de soins. Alors ça ne concerne pas, vous vous en doutez, uniquement votre champ de spécialité, mais ça ne peut que vous interpeller quand même, puisque on s'est questionné pendant toute une année avec de nombreuses auditions pour rendre cet avis donc en juillet 2021. Donc je vais vous en dire quelques mots. Et puis, je suis également en ce moment même co-rapporteur avec un philosophe. Nous aussi, nous recourons, c'est le propre même de la réflexion éthique, donc avec Fabrice Xil, de l'avis qui est vraiment en cours de finalisation sur saisine de la Première ministre relative justement à ces questions de consentement dans le contexte de ce qui est qualifié de violence gynécologique. Et donc c'est intéressant de voir qu'on a été saisi donc, par la Première ministre sur ces questions-là, puisqu'on peut être saisi, on a été beaucoup d'ailleurs pendant la crise par le ministre de la Santé, notamment, mais on peut aussi s'autosaisir. Voilà. Et d'ailleurs, l'avis sur le consentement, l'avis 136, c'est une autosaisine. Voilà. Donc je vais vous dire 2 mots de ces deux avis, un qui est achevé et l'autre finalement qui est dans la continuité de ce premier avis, mais avec un focus tout à fait particulier sur le champ qui est le vôtre. Alors, l'avis 136, donc sur l'évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin, a permis de réinterroger ce qu'on entendait bien sûr d'un point de vue juridique par consentement, mais puisque le rôle du Comité consultatif national d'éthique, c'est de questionner les enjeux éthiques sur tous les sujets de la science de la vie et de la santé. Et ce qu'on peut en grande ligne retenir de cet avis, de toute cette réflexion, de cette longue réflexion, c'est l'extrême complexité. Je ne vais rien vous apprendre en disant que c'est complexe, mais on l'a éprouvé à travers la multiplicité des auditions. On s'est interrogé sur la population générale, mais aussi sur les populations particulièrement vulnérables, et j'y reviendrai tout à l'heure aussi sur le deuxième avis en cours sur ces questions-là. Alors quand on parle de consentement et quand on est juriste, forcément c'est extrêmement lié toujours avec l'information, puisqu'on parle de consentement éclairé par les lumières des professionnels, au sens propre comme au sens figuré. Et on s'est interrogé au comité dans cet avis sur comment établir et maintenir. Donc c'est établir, créer, donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit juste avant, et maintenir une relation de confiance entre soignants et patients, entre soignantes aussi et patientes. Et j'ai vu d'ailleurs dans la revue de presse qui a été partagée suite à la publication de vos dernières recommandations que ce terme de confiance revenait très souvent, sur le terme de restaurer la confiance. Et quand on parle de restaurer la confiance, ça veut dire que la confiance est peut-être effritée, en tout cas ça présuppose cela. Et quand on parle de confiance, on parle aussi de l'opposé, c'est-à-dire la notion de défiance.
en tout cas, on s'est posé cette question d'établir et de maintenir une relation de confiance, et on a essayé de travailler sur les critères, les conditions, de part et d'autre. Et ça, je l'ai entendu dans la réflexion précédente, enfin la table ronde précédente, sur l'importance de la réciprocité. Même si, et ça les associations d'usagers vous le diront et vous le rediront, l'équilibre est toujours difficile à trouver entre ce qui est qualifié de sachant et puis de profane sur ces questions-là. Alors, parmi les questions qu'on s'est posées, hein, notamment sur les personnes vulnérables, on s'est dit finalement comment consentir à quelque chose que l'on ne comprend pas ou imparfaitement. Alors d'ailleurs, quand on parle de personnes vulnérables, les associations d'usagers disent aussi, mais puisqu'on a un degré, par essence, de connaissance moindre, forcément, on n'a pas besoin d'être une personne qui a des difficultés de comprendre le français, une personne en grande précarité, une personne âgée, une personne en situation de handicap. C'est une question d'ailleurs qui concerne tout le monde. Mais c'est vrai qu'elle prend une acuité particulière vis-à-vis de ces populations vulnérables. Comment consentir à quelque chose que l'on ne comprend pas ou imparfaitement ? Deuxième question, dans quelle mesure le consentement est-il compatible avec ces états de grande vulnérabilité finalement ? Est-ce que c'est à l'heure ou pas de rechercher le consentement vis-à-vis de certaines personnes ? Et comment décider pour quelqu'un d'autre dont la capacité à consentir est altérée ? Et dans vos professions, vous pouvez être aussi confronté à ces situations-là. Et donc, on a réfléchi ensemble sur les enjeux éthiques du consentement, sur le fait finalement de se détacher. Ça, c'était vraiment très, très intéressant. Je peux vous témoigner en tant que juriste de se détacher d'une conception un peu binaire qu'il y a dans les textes sur on consent oui ou on ne consent pas non, donc il y a cette notion de refus aussi, de dépasser cette conception traditionnelle binaire du consentement pour en faire un réflexe, pour rechercher un assentiment et finalement évoluer vers, ce qui est d'ailleurs prôné aussi dans les pays anglo-saxons, vers un processus évolutif, une notion de cheminement hein, du consentement, et qui se heurte très vite à votre réalité très concrète, c'est la notion du temps, bien sûr. Et puis on a travaillé sur cette notion de confiance dans la décision pour autrui, la présence ou pas d'une personne de confiance ou d'un tiers de confiance, on est en train de le travailler aussi dans votre champ, et la compétence des autres tiers. Voilà, donc on a vraiment balayé tout ce champ du consentement dans la relation de soins en général, mais vraiment, allez le voir sur le site du CCNE, puisque voilà, ça concerne tous les acteurs du champ médical. Ensuite, deuxième point, dans ce quart d'heure long et court à la fois, c'est finalement la présentation de la saisine du 4 juillet 2022 par la Première ministre, donc Madame Borne, donc saisine du Comité consultatif national d'éthique et pour, dit-elle, dans sa lettre de mission, dans sa saisine, conduire une réflexion approfondie sur la notion de consentement dans le cadre des examens gynécologiques et plus largement tous les examens qui touchent à l'intimité. Voilà, donc bien évidemment, dans cet avis 142 qui est en train d'être finalisé, qui devrait paraître, nous l'espérons, soit fin février, soit courant mars, donc ça va venir vite, même si ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille dessus. Il y a bien évidemment un contexte temporel tout à fait particulier de cette saisine, hein, j'y reviens pas, vous le connaissez tous, avec ces affaires judiciaires en cours et ces évolutions sur l'expression de la parole des femmes. Un contexte aussi très particulier, je parlais tout à l'heure de la notion de confiance réciproque et de ce qu'on a senti très vite à travers les 33 auditions, je crois, qu'on a pu réaliser, dans un temps assez resserré d'ailleurs, c'est cette rupture de dialogue parfois voilà, très, très, très frappante. C'est un sujet hautement sensible, ça vous le savez bien, avec des prises de position de part et d'autre parfois très fortes, âpres, a-t-on aussi parfois entendu. Donc, finalement, nous aussi, on a cheminé et on s'est dit qu'il y avait un enjeu très fort de commencer par apaiser les choses. Ça peut paraître évident, mais finalement, dans ce travail-là, on s'est dit on a constaté qu'il fallait revenir sur des évidences, revenir sur des fondamentaux. Et finalement, c'est comme Pénélope, hein, on retisse continuellement la toile, sauf que ce n'est pas une ruse. C'est vraiment le souci de se re-questionner sur sa propre posture de soignant, mais aussi de patient, et il y a des enjeux de responsabilité de part et d'autre. Ce qu'on a pu constater aussi, et vous le savez bien, mais quand même, je le redis,
avec un regard un peu de pas de côté, c'est finalement le constat d'une mobilisation et d'une prise en considération de la problématique par les professionnels. La preuve, vous venez de publier des recommandations sur ce champ-là. Vous n'êtes pas les seuls. On a pu auditionner les professionnels de la radiologie qui ont aussi travaillé sur une charte. Et il y a eu d'autres chartes ou recommandations qui montrent sur les derniers mois ou les dernières années qu'il y a une vraie prise de position et du coup de réflexion, pas uniquement théorique pour faire bien ou montrer qu'on travaille la question, mais en profondeur. C'est tout à fait intéressant. Et notamment, je me rappelle, si je fais le parallèle avec l'audition des radiologues, qui montrait en fait les différentes phases depuis l'arrivée de la personne dans le cabinet de radiologie jusqu'à la sortie, où ils se sont interrogés sur justement cette quête de la perception que pouvaient avoir les patients et les patientes et réciproquement des professionnels. Donc, on a été très frappés par finalement cette déclinaison à chaque étape du processus de la consultation, ce qui vaut aussi bien sûr pour un examen gynécologique ou un rapport avec l'obstétrique. Alors, on a longuement réfléchi finalement sur le choix du périmètre et du questionnement éthique. Et donc, on s'est bien centré, vous le verrez quand la vie va sortir, sur la zone qu'on peut qualifier de l'extrême intime, c'est-à-dire de l'urogénital ou de l'anorectal. Je dis extrême intime parce que finalement, on parlait tout à l'heure du toucher. Quand on touche le visage ou ma dentiste qui touche des dents, ou, voilà, on touche aussi à l'intimité ou même le psychisme. Un psychiatre touche aussi à une certaine forme d'intimité. Donc là, on était quand même dans un champ circonscrit. Et finalement, on s'est aperçu que c'est intéressant que la médiatisation parlait évidemment beaucoup des gynécologues, des obstétriciens, mais finalement, nous, on a pu auditionner des spécialités multiples, donc gynécologie, obstétrique, urologie, proctologie, gastro-entérologie, imagerie médicale, médecine d'urgence, dermatologue, médecine générale, professionnel de la maïeutique, masseur-kinésithérapeute, ostéopathe. Voilà. Donc, voilà, ce sont tous les professionnels qui, quelle que soit leur fonction, leur formation, peuvent intervenir sur ces champs-là. Voilà, donc tout à l'heure, je vous parlais parce que je n'ai pas le temps, bien sûr, de rentrer dans tous les détails, et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, mais cette notion de confiance, elle a vraiment été notre fil conducteur, et de considération, de retrouver ce point d'équilibre, de redire des évidences, c'est aller au-delà des évidences. On l'a entendu à plusieurs reprises, dit d'une façon ou d'une autre, par des professionnels, gynécologues qui disent à partir du moment, voilà, ça paraît évident, où la personne ou la patiente franchit le seuil du cabinet, évidemment qu'elle consent, évidemment qu'elle sait à quoi s'attendre, voilà, évidemment qu'elle sait à quoi s'attendre au niveau de l'examen. Et selon les âges, selon l'état de vulnérabilité, etc., c'est ça la réflexion éthique, c'est aussi de se reposer, de reposer les points d'équilibre et les points fondamentaux. Donc il y a vraiment un enjeu de rapprochement et finalement de réfléchir ensemble et de façon apaisée et aussi plus équilibrée, donc en mettant de côté les prises de position extrêmes, mais on peut entendre aussi, parce qu'on l'a entendu, la colère des uns et des autres, aussi bien des professionnels que des représentants d'usagers. Donc, finalement, on voit bien que l'importance du dialogue, de se rencontrer, de se croiser, mieux se comprendre, mieux se considérer, c'est tout simplement la relation humaine, mais tout simplement dans la vie de tous les jours, dans les contraintes de temps, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, on voit bien qu'on peut être amené à son corps défendant, à votre corps défendant, peut-être à oublier ces évidences-là. Alors, une de nos difficultés, et Alexandra nous l'a très souvent rappelé, c'est finalement comment, nous aussi, on doit trouver un point d'équilibre sur le fait de se dire comment faire passer des messages, redire les choses sans apparaître comme un donneur de leçons. Eh bien, je peux vous assurer que ce n'est pas simple. C'est pas simple, surtout dans un contexte assez aigu de médiatisation et vous l'avez entendu, de certaines associations d'usagers qui reviennent très souvent à la charge de façon, en tout cas dans les mots, j'utilise bien dans les mots et je travaille beaucoup sur ces questions de démocratie en santé, je travaille beaucoup avec ces associations, donc c'est pas le fond, c'est peut-être parfois la forme qui peuvent heurter, mais on est sur la rencontre, le choc des colères, puisqu'on parlait tout à l'heure de choc. Donc il faut vraiment faire entendre la voix de chaque partie et considérer le vécu et le ressenti. Peut-être un témoignage
Il me reste 2-3 minutes sur le 9 minutes. Oui. Je vais conclure. Peut-être le témoignage, et puis après il y aura l'échange, lors d'une audition de deux responsables, deux gynéco-obstétriciens responsables de formation, qui disaient, évidemment, on ne comprend pas forcément toujours la réaction des patientes, mais le fait même, alors c'est deux professionnels qui sont responsables de formation sur ces questions-là, le fait même que ça soit exprimé, il faut qu'on décortique. Voilà. C'est de notre responsabilité, de notre devoir de décortiquer, d'essayer de comprendre. Et donc, il y a un levier très fort dans la formation pour essayer d'avancer sur ce champ-là. Voilà, en tout cas, nous avons hâte de terminer. Ça aurait été bien que ce soit finalisé pour que je puisse vous le présenter aujourd'hui, mais l'esprit est là, d'essayer de rétablir ce dialogue et cette écoute de toutes les parties prenantes. Merci beaucoup de votre attention. Nous accueillons Anne Simon pour un éclairage juridique. Merci beaucoup. Moi, je suis Anne Simon. Je devais intervenir initialement en compagnie d'Elsa Supio, avec qui je coordonne actuellement un projet de recherche sur la question des violences gynécologiques et obstétricales saisies par le droit. C'est un projet qui a été initié à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et on devrait publier. Le rapport final de ce projet devrait être publié avant l'été. Donc les résultats vont arriver et on commence à parler d'ailleurs de ces résultats. Et donc les réflexions que je vais partager avec vous aujourd'hui font partie de nos réflexions dans le cadre de ce projet, puisque le consentement, les questions de consentement sont au cœur de ce débat sur les violences gynécologiques et obstétricales. Donc juste un mot pour vous dire l'ambition de ce projet, c'était vraiment de pouvoir établir une catégorisation parmi les actes dénoncés en masse et de manière un peu indifférenciée de ce que peuvent être les violences gynécologiques et obstétricales telles qu'elles sont dénoncées dans la société, essayer d'identifier parmi cette masse de faits et même de situations dénoncées ce qui pouvait relever du droit et au sein de ces comportements ou de ces situations qui pouvaient relever du droit, ce qui pouvait relever de la qualification de violence à proprement parler, au sens du droit, puisque le terme de violence n'a pas forcément la même définition dans un sens général que dans un sens juridique. Et donc, quelle qualification juridique pour appréhender ces violences qui sont diffusées, qui sont dénoncées de manière générale. Donc, quand on parle du consentement en droit, on sait que le consentement, c'est une obligation. Recueillir le consentement est une obligation légale. C'est un élément de légitimation d'un acte de violation éventuellement du corps humain, d'atteinte au corps humain qui va être imposé éventuellement par l'acte médical. Et cette légitimation de l'acte médical en présence du consentement trouve une traduction particulière dans le Code pénal, et je vais évoquer la règle de l'article 122-4 du Code pénal qui pose un principe d'irresponsabilité pénale en cas d'infraction commise lorsqu'elle est autorisée par la loi. L'article 122-4 nous dit « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. » Donc c'est un fait, c'est ce qu'on appelle un fait justificatif qui peut être reconnu pour toute infraction pénale, et cela signifie qu'on ne peut pas être considéré comme pénalement responsable lorsqu'on a un comportement qui théoriquement pourrait être infractionnel mais qui a été autorisé par la loi. À titre d'exemple, des violences volontaires qui seraient perpétrées dans le cadre d'une interpellation musclée par la police ne pourront pas être poursuivies pénalement sur le fondement des violences volontaires car elles sont autorisées par la loi. De la même manière, et en matière médicale, il est admis que les atteintes à l'intégrité qui sont susceptibles d'être imposées aux personnes sont couvertes par l'autorisation de la loi. Un chirurgien qui incise la peau d'un patient ou qui réduit une fracture avec des gestes qui peuvent être vigoureux, en dehors de ce contexte, pourrait être pénalement considéré comme des atteintes à l'intégrité
comme des violences ou pire, là, elles sont autorisées par la loi. Donc, la loi en question, en matière médicale, c'est le Code de santé publique qui encadre les circonstances dans lesquelles un acte médical va être considéré comme légal et donc autorisé par la loi. Donc il y a 4 conditions cumulatives: le titre du professionnel qui pratique ces actes, l'intérêt thérapeutique qui peut être discuté, la qualité de l'acte, est-il conforme ou non aux règles de l'art, et enfin, bien sûr, le consentement. Consentement à l'acte. À défaut de consentement de l'acte de soin, ce dernier n'est pas imposé conformément à la loi et donc il ne sera pas couvert par l'article 122-4 du Code pénal. Les agissements d'un professionnel de santé, lorsqu'ils sont imposés contre le consentement, retombent dans le champ de la répression pénale ou sont susceptibles de retomber dans le champ de la répression pénale. C'est la limite de cette cause d'exonération de la responsabilité pénale. Donc ça, c'est pour vous donner une illustration de l'importance du consentement en vous parlant de cette règle générale du droit pénal. On pourrait parler d'autres règles parce que le droit pénal n'est que l'une des branches du droit parmi lesquelles on a exploré tous les enjeux du consentement. Donc ça, c'est une règle de droit pénal général qui prend en compte le consentement comme condition de l'irresponsabilité pénale des professionnels de santé. D'une manière plus classique, quand on réfléchit au consentement en matière de gynécologie et d'obstétrique, ça renvoie bien sûr à la loi de 2002 dont vous avez dû entendre parler énormément. C'est l'essence de la relation médicale et de cette idée de codécision, de partenariat. On a parlé de confiance tout de suite. Donc depuis la loi de 2002, il y a cet enjeu du consentement qui est destiné à investir le patient d'une forme d'autonomie, relationnelle, qui va reposer sur cette exigence du consentement. Donc l'obligation d'information et le consentement éclairé, on en a dit un mot à l'instant, doit permettre de créer les conditions propices à une autonomie effective de la personne qui va faire des choix éclairés, qui doit faire des choix éclairés et prendre des décisions autonomes, c'est-à-dire d'apprécier sa situation médicale au regard de ses principes, de ses croyances, de ses valeurs et de choisir la décision qui est la plus conciliable avec ses principes et qu'elle pourra ensuite reconnaître comme étant la sienne. C'est une décision qui peut aboutir à s'en remettre à l'avis du médecin. Ça n'est pas incompatible. Donc c'est un consentement qui présente des particularités parce que c'est un consentement qui n'est pas comme en matière contractuelle figé par un accord à un moment donné. C'est un consentement qui s'inscrit dans une relation dynamique, qui s'inscrit dans une relation de dynamique relationnelle avec le médecin, puisque c'est un consentement qui peut être retiré à tout moment. Donc le préalable au consentement, c'est l'information éclairée, cela a déjà été évoqué, et cette information éclairée qui doit être, c'est une information claire et loyale qui doit être donnée de manière suffisamment personnalisée au regard des capacités, on en a parlé. D'ailleurs, je voyais dans la proposition de loi qui a été mise sur la table par un certain nombre de sénateurs et de sénatrices, hier était évoquée la possibilité de faire intervenir des interprètes de manière plus systématique, parce qu'on a parlé des barrières culturelles, mais on pourrait aussi parler des barrières de langue pour avoir accès à ce contenu informationnel. Donc la Haute Autorité de Santé fait des recommandations parfois sur le contenu informationnel, mais il y a certains actes pour lesquels on n'a pas de contenu informationnel précis, donc c'est à l'appréciation du praticien. Donc ça renvoie au questionnement que vous évoquiez tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est un contenu informationnel suffisant. Et là, c'est vrai que c'est sans doute pas aux juristes de répondre à cette question, mais il faut qu'il y ait cet éclairage suffisant pour que le consentement puisse être valablement consenti. Le droit prévoit des exceptions à cette exigence de consentement. L'impossibilité de donner son consentement, qui est une des hypothèses, c'est l'article L. 1111-4 du Code de santé publique. L'impossibilité qui renvoie essentiellement aux hypothèses dans lesquelles la personne est inconsciente ou incapable de donner ce consentement. On pourra entrer dans les détails plus tard si vous le souhaitez.
L'autre hypothèse, c'est celle de l'urgence, qui est d'ailleurs souvent invoquée en matière d'obstétrique. Cette idée d'urgence vitale ou de danger grave et immédiat pour la vie ou pour la santé. Et ici, la gynécologie obstétrique présente certaines particularités. C'est quelque chose qu'on a vu revenir régulièrement dans le cadre du projet de recherche, avec cette idée qu'il y aurait deux vies en cause, celle de l'enfant à naître et celle de la mère qui est prise en charge dans le cadre de son suivi obstétrical. Ce qu'il faut retenir pour le droit, en tout cas, je sais que ce n'est pas toujours simple Enfin, c'est des questionnements qui sont éthiquement, philosophiquement compliqués, très simples juridiquement, mais l'urgence vitale pour le bébé ne dispense pas les médecins d'informer et de recueillir préalablement le consentement de la parturiente, puisqu'en tant qu'enfant à naître, il n'est pas encore une personne au sens du droit. Donc, il n'y a qu'une personne, tant que le bébé n'est pas né, c'est la mère. Donc, si la femme s'oppose à des actes qu'on voudrait faire sur sa personne, elle peut le faire jusqu'à ce que le bébé soit né. Et la Cour de cassation dit qu'un enfant à naître devient une personne au sens du droit à partir du moment où il est né vivant et viable, donc qu'il a respiré. Le respect de la volonté de la femme non seulement est conforme à la loi, mais respecte aussi les médecins d'action possible en responsabilité, même dans l'hypothèse où l'enfant naîtrait souffrant d'un préjudice, parce que pour qu'il y ait une action en responsabilité contre les médecins, il faudrait qu'il ait commis une faute, et la recherche du consentement et le respect de celui-ci ne peut pas être considéré comme une faute au sens du droit. On pourrait ajouter que les études qui ont été menées sur le consentement en milieu hospitalier montrent finalement que les taux de refus d'un acte d'urgence sont relativement très limités. Donc, hors de ce cadre, l'intervention du médecin sans le consentement de la personne peut l'exposer à des sanctions de différentes natures, civiles, administratives, mais aussi pénales. Et donc, nous avons évoqué précédemment la légitimation par la loi d'actes qui, à défaut, pourrait être qualifiée d'infraction. Mais il faut aussi retenir que l'absence de consentement peut être un élément constitutif de certaines infractions. Donc, c'est des choses dont on a beaucoup parlé. Hein. On a parlé des qualifications de viol ou d'agression sexuelle pour lesquelles l'absence de consentement est un élément constitutif. Alors, ça n'est pas le seul élément constitutif, et dans le débat, on pourra revenir sur les éléments constitutifs du viol, puisque dans le cadre du projet, nous considérons que l'absence de consentement et l'intention de passer outre l'absence de consentement ne serait pas suffisant pour caractériser une infraction de nature sexuelle. Il y a des débats sur ces questions-là. Mais en tout cas, le fait de passer outre le consentement est un élément constitutif, fait partie des éléments constitutifs. Il n'est pas nécessairement suffisant, mais fait partie des éléments constitutifs. Donc, dans le cadre de ces infractions, l'absence de consentement doit être le fruit de la violence, contrainte, menace ou surprise. Et en matière médicale, le contentieux relatif au viol et aux agressions sexuelles, la surprise est généralement retenue, puisqu'en sens du droit, surprendre le consentement de la victime en matière médicale, ça consiste à faire croire à la victime que l'acte imposé était normal ou nécessaire. Et la jurisprudence admet aisément que si on se soumet à un acte imposé par un médecin, c'est parce qu'on pense qu'il est important de s'y soumettre. Donc ça renvoie là encore à tous les débats qui peuvent exister et on parlait des écrits scientifiques et de leurs évolutions, de l'apport de des évolutions en termes de bonnes pratiques qui peuvent avoir une incidence sur ce qui va être considéré à un moment donné comme nécessaire et qui finalement ne l'est plus. Dans les illustrations qu'on a dans la jurisprudence, c'est assez clair, hein. Un toucher rectal imposé dans le cadre d'un examen ORL ou encore des touchés vaginaux imposés par l'anesthésiste d'une maternité qui prétendait rechercher des infections chez la patiente. Très rapidement, on a considéré que c'était totalement inutile. C'est beaucoup plus compliqué quand on est face à des pratiques qui sont routinières et qui ne sont plus complètement inadaptées. Donc, en matière médicale,
Alors voilà, dans l'affaire qui a permis d'ouvrir le débat sur la pertinence d'une qualification de viol gynécologique, on pourra y revenir, ce n'était pas tellement la question du défaut de consentement qui était discutée, mais la question de l'élément intentionnel de l'infraction de viol qui était susceptible d'être soulevée. Donc, en matière médicale, l'absence de consentement à l'acte imposé peut être déduite de l'inutilité de l'acte ou de son caractère inapproprié, donc ça soulève encore des questions sur la qualification de ce qu'est un acte approprié ou nécessaire. Donc, des actes refusés mais pourtant imposés pourraient aussi être appréhendés sous l'angle de la qualification des violences volontaires ou des atteintes non intentionnelles à la personne quand les faits sont fautifs, c'est-à-dire quand ils contreviennent aux règles de l'art, par exemple. La preuve du consentement en un mot, parce qu'il me reste une minute, peut-être une minute. Donc la preuve de consentement en info, donc en un seul mot, il faut l'information préalable qui est intimement liée au consentement. On peut dire très rapidement que l'écrit peut être intéressant à titre de précaution, mais qu'il n'est pas suffisant et qu'il n'est pas surtout toujours utile, puisqu'il peut être retiré à tout moment, ce consentement. Donc même si on avait consulté à être examiné au cours d'un examen gynécologique, si au bout d'un moment on considère qu'on ne veut plus être examiné, on peut le dire et ce refus a son importance. C'est un consentement qui doit être explicite, mais ça ne veut pas dire nécessairement express. Les juristes font une différence entre les deux, puisque le fait de s'installer, par exemple, peut impliquer un consentement explicite, mais qui n'est pas nécessairement express. Mais pour qu'il y ait un consentement explicite, il faut qu'il y ait eu les informations suffisantes au préalable. Deux difficultés que je soulève, qui sont particulières au cas du suivi gynécologique. Ce qui peut relever de l'évidence pour le professionnel de santé ne relève pas forcément de l'évidence pour la patiente qui peut consulter pour la première fois. Et deuxième élément, peut-être plus spécifique encore à la gynécologie et à l'obstétrique, de nombreux actes habituels ont été déclassés comme non nécessaires ou à utiliser de manière en cas d'urgence. Donc on a parlé des chartes, etc. Et donc ça pose cette question de l'appréhension de la nécessité d'un acte ou de son caractère approprié, puisqu'il y a des évolutions en termes de ce que doivent être les pratiques en matière gynécologique et obstétricale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Juliette Méadel pour un éclairage politique. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors moi, je vais vous livrer un témoignage de femmes politiques. Je suis élue locale. J'étais ministre chargée des victimes d'attentats et d'infractions pénales dans un précédent gouvernement. Et puis je suis aujourd'hui, puis je suis avocate aussi, ancienne avocate, mère de 4 enfants, donc j'ai aussi une petite expérience de ce point de vue-là. Et puis aujourd'hui, je suis magistrate à la Cour des comptes où je suis chargée des questions de santé publique depuis 5 ans. Alors, je suis très heureuse de venir m'exprimer devant vous. Et quand j'ai vu ce sujet sur le consentement, j'ai immédiatement pensé, comme vous, au très beau témoignage de Vanessa Springora, qui raconte comment la relation sexuelle qu'elle a eue à l'âge de 14 ans avec un homme de plus de 30 ans l'avait traumatisée. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui s'est passé pour que, sur un thème qui porte en réalité sur le consentement à l'acte médical, on en vienne à faire immédiatement une association dans nos esprits entre des faits qui sont des faits dramatiques, de violences sexuelles, alors même que la relation entre le soignant et le patient est un environnement qui, dans l'écrasante majorité des cas, est réparateur, est de bienveillance, est fait de vie, est fait finalement de tout sauf de violence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est l'interrogation en tant que politique que je me pose pour que nous en soyons arrivés là. Que se passe-t-il dans notre société ? Et quelles solutions, qu'est-ce qu'on peut proposer, évidemment très modestement, pour y remédier ? Alors, il s'est passé quelque chose d'énorme, c'est quand même MeToo. Et c'est une révolution, c'est systémique. Et alors, MeToo a irrigué tout, les relations entre les hommes et les femmes politiques, les relations professionnelles, et évidemment aussi les relations entre les patients et leurs médecins, et pas seulement les gynécologues, mais l'ensemble de ces relations-là. Et alors, est-ce un bien, est-ce un mal ? On va se concentrer sur les violences gynécologiques et
je vais y arriver, obstétricale, je reprends ce terme, puisque j'ai regardé, le terme a émergé au début des années 2000 en Amérique latine, dans les milieux militants et scientifiques, puis il a été repris dans les années 2010 dans les débats féministes et politiques français et européens, et en France, à travers les réseaux sociaux et les médias, les militantes féministes ont joué un rôle important dans la construction de cette question de santé publique. En 2022, des plaintes ont été déposées au pénal contre 2 gynécologues, l'une étant par ailleurs secrétaire d'État. Alors, toute la question, c'est de s'interroger, au fond, sur la réalité du phénomène. Combien y a-t-il vraiment de cas de violence obstétrique? C'est ma casquette Cour des comptes. Est-ce qu'on peut les quantifier? J'ai cherché, sincèrement, je n'ai pas trouvé. En revanche, il y a des cas dont on sent bien qu'ils sont beaucoup plus nombreux, qui ne sont pas ces cas de violence obstétricale, qui peuvent être qualifiés, vous l'avez très bien dit, au pénal de viol. Il y a toute cette zone un peu grise d'une forme de désaccordage relationnel entre le patient et son médecin, qui relève pas de violence volontaire, mais qui relève parfois d'une forme de brutalité vécue. Je ne dis pas que c'est la brutalité voulue, certainement pas par le soignant, parce que quand on est soignant, on a envie de soigner, d'aimer, donc c'est certainement à l'opposé même de l'éthique du soignant et du médecin, mais il y a une forme de brutalité vécue par une femme en position de soin chez son gynécologue, qui n'est quand même pas une position particulièrement commode, mais il y a aussi la femme enceinte, la femme qui accouche, qui est ultra sensible et qui donc est en position de vulnérabilité et qui donc a besoin d'une certaine manière, avant même de parler de consentement, mais avant de donner le consentement, il y a la confiance. Vous l'avez très bien dit, Karine, la confiance, il y a ce qui se joue dans le cabinet. Il y a la capacité à... La personne rentre, à lui mettre une chaise pour qu'elle s'asseye, à la regarder, à passer du temps à lui parler. Et quand ce petit désaccordage relationnel commence pas bien, quel que soit le niveau d'ailleurs social, culturel de la patiente, ben, ça part déjà pas très bien pour le consentement. Donc, au fond, ce qu'on peut dire, c'est que la révolution MeToo s'appuie sur une sensibilité accrue de notre société et des femmes. Et après tout, si cette sensibilité se traduit par des progrès dans les relations et par plus de bientraitance, bah, finalement, tant mieux, parce que c'est essentiel. Et l'autre point, c'est que les femmes, nous sommes de plus en plus sensibles, au fond, à l'appropriation légitime de notre corps, à notre capacité, à notre liberté exclusive d'en disposer, comme nous le souhaitons, et de décider, qu'il s'agisse d'interruption volontaire de grossesse ou d'interruption médicale de grossesse. Mais cette liberté-là doit être associée au choix aussi médical. Et c'est cette coproduction, finalement, entre la décision du médecin, qui sait quand même, et notre liberté fondamentale qu'il faut essayer de reconstruire en travaillant, évidemment, à l'amélioration du relationnel. Alors, non, les actes médicaux, on peut dire ça, puisque j'ai vu aussi que ça faisait partie des revendications, les actes médicaux que sont les césariennes ou les épisiotomies ne sont pas des violences, ce sont des actes médicaux, mais elles peuvent être perçues comme telles lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une explication, d'une information, d'un minimum d'empathie pour solliciter ce consentement implicite ou explicite. J'ai jamais cru beaucoup, j'ai jamais lu, moi j'ai signé des tonnes d'autorisations sans les lire, pourtant je suis avocate, parce qu'en fait le consentement il se joue dans la façon et dans la relation, dans le regard qu'on a avec son médecin. Et alors, face à ça, une fois qu'on a posé ce cadre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le droit, à mon avis, c'est toujours la solution, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais au fond, on voit bien qu'on est là dans des zones grises. C'est pas le droit pénal qu'on va mobiliser pour résoudre ces souffrances de ces victimes, parce que je suis sensible quand même à ce que je lis, et ce que vous lisez tous dans la presse. Certaines femmes se sont estimées violentées dans leurs décisions, elles ont eu le sentiment qu'on leur avait imposé la césarienne, qu'on leur avait mal expliqué, que l'épisiotomie avait été douloureuse. Bon. Donc cette souffrance, il faut quand même qu'on en tienne compte. C'est une perception, donc elle est là. Et donc cette perception, que peut faire le politique ? Je ne crois pas beaucoup à l'outil juridique, je crois beaucoup aux orientations du Comité consultatif national d'éthique, qui fait un travail remarquable. Mais encore une fois qu'on en est là, n'y a-t-il pas quelques pistes que nous pourrions explorer pour tenter d'éviter ces souffrances-là qui desservent
tant les médecins que les patients, et qui crée des désaccords producteurs de souffrance et sans soin, qui est donc l'inverse de ce que souhaitent les médecins et les soignants, et qui, en plus, j'ajoute, travaillent dans des conditions très difficiles. Donc on peut aussi comprendre que dans l'urgence, dans une situation complexe, je ne parle même pas du Covid, il ne soit pas forcément évident de trouver toujours les bons mots et la bonne façon de procéder. Donc comme il appartient aux politiques, et c'est pour ça que je suis là, de veiller à ce qu'on trouve quand même ces solutions, je me suis interrogée, je voulais vous soumettre peut-être une piste de réflexion, une piste d'hypothèse, pas trop chère, parce que vous voyez, je ne parle pas au nom de la Cour des comptes, mais enfin, on est quand même un petit peu attentif en ce moment. Et donc, je me suis interrogée, comme en ce moment, d'ailleurs, je travaille sur les soins palliatifs et la pédopsychiatrie aussi sur une autre enquête, je me suis interrogée sur quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais qui est la question de la formation des médecins en général, et sur un point particulier, qui est la question de la formation à la psychologie du patient, et à l'empathie dont il a besoin. Alors bien sûr, il existe des heures de psychologie en formation initiale, bien sûr, il y a quelques heures d'éthique, c'est pas le sujet, mais j'ai demandé à quelques-uns de mes amis gynécos qui m'ont dit, écoute, pourquoi pas. Je me suis dit que finalement, en la matière, il y a quelque chose qui relève de l'expérience, de la pratique, de la vie quotidienne. Nous, on avait appris, quand j'ai fait l'ENA, et on a des stages, et on est noté sur le savoir-être. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin des stages, on est noté sur notre capacité à nous adresser aux administrés, à respecter les hiérarchies implicites, à être discret, pondéré, etc., à savoir rester à notre place. Bon, on appelle ça le savoir-être. Et donc, je me suis demandé si, au fond, quand on fait son stage, quand on est interne et qu'on fait ses stages à l'hôpital, est-ce qu'on ne pourrait pas être accompagné, quand on est médecin, par une sorte de, je vais vous dire, de tuteur ou finalement de compagnonnage, où ce compagnonnage permettrait simplement de valoriser la façon dont on s'adresse aux patients, et que ce soit pris en compte dans la note de stage au moment de la sortie, parce que ça fait aussi quand même partie du travail. Le soin, c'est quand même 50 à 60% du relationnel avec son médecin, je trouve que, et surtout pour les questions gynécologiques et pour l'accompagnement, pour l'accouchement. Voilà, donc c'est une première proposition. Et la seconde que je vous ferai, c'est une proposition de formation à l'éducation sexuelle et au corps des jeunes. Le collège, aujourd'hui, n'est pas assez doté d'heures sérieuses où on apprend aux jeunes filles et aux jeunes garçons ce qu'est leur corps, ce qu'est le consentement, ce qu'est la reproduction, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils sont en droit d'exiger, qu'est-ce que signifie le consentement réellement, car il y a aussi beaucoup de cas de violence obstétricale qui auraient peut-être pu être évités. Alors, quand je dis ça, ça fait hurler les victimes, mais si la patiente avait eu la ressource, on va dire, de dire non ou stop, ou vous ne me parlez pas comme ça. Alors, je dis ça avec toutes les précautions d'usage, parce qu'encore une fois, on n'est pas forcément doté de ce ressort-là. Mais il me semble que former également et mieux les jeunes et les enfants à ce qu'est leur corps, ce qu'est la sexualité, permettrait d'éviter des situations de souffrance où on subit une forme de violence psychologique sans résoudre. Voilà, donc c'est deux volets, formation en stage clinique à l'internat avec un compagnonnage sur comment on s'adresse aux patients et formation davantage pour les jeunes sur le rapport à leur corps et à la sexualité et donc au consentement, me semblent être deux pistes que je voulais vous proposer. Merci pour ces 4 exposés très brillants. On va maintenant, et on a un peu de temps parce que tout le monde s'est astreint à respecter les temps de parole, pour une discussion et peut-être pour rajouter pour les orateurs ce qu'ils n'auraient pas pu dire dans leur présentation. Je les invite à venir là. Et qui souhaite prendre la parole? Il y a juste Alexandra, Joël, juste quelque chose qui n'a pas été suffisamment précisé dans les 4 exposés, c'est cette inversion de la charge de la preuve. C'est à nous de prouver que le consentement a été donné par la patiente, et personne ne nous a expliqué comment nous pouvons tracer un consentement. C'est-à-dire que nous nous retrouvons tous dans l'obligation d'être capables de prouver. Et moi, je fais 30 viols par jour. S'il y a juste une patiente là-dedans qui dit « j'avais pas consenti », a posteriori, je ne suis pas capable de prouver aujourd'hui qu'elle avait consenti. Et donc ça, c'est une vraie angoisse
de tous les gens qui sont là, comment tracer le consentement. Pouvez-vous donner le micro à Alexandra Deuxième-Reine là? Et peut-être que les orateurs pourraient venir là. Oui, j'y vais. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Alexandra Benaki, je suis gynéco-obstétricienne et je suis aussi membre du CCNE et je voudrais m'adresser à Mme Méadel. Merci beaucoup. Je suis là. Merci beaucoup pour d'abord tous vos topos à tous, mais merci aussi beaucoup pour ce que vous avez dit. Vous avez tout à fait raison. Juste un tout petit bémol sur la formation. En fait, évidemment que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est pas si simple. Et je me permets juste de vous rappeler à tous que l'affaire qui malheureusement a touché notre profession de plein fouet il n'y a pas très longtemps et qui concerne un universitaire est partie d'un tweet d'une externe bien intentionnée qui avait été formée dans la fac dans laquelle exerçait notre collègue à la bientraitance sous toutes ses formes et qui est arrivée dans une consultation qui n'était pas exactement faite comme on lui avait dit qu'il fallait qu'elle soit faite et qu'elle a tweeté « Je viens d'assister à un viol, c'est horrible ». Évidemment, ce n'était pas le cas. Et donc, pour moi, après avoir écouté toutes les auditions du CCNE et m'être beaucoup intéressé au problème, le balancier est parti trop loin. C'est-à-dire que là, on a éduqué les jeunes il faut laver plus blanc, il faut parler à la dame, et en fait, il n'y a pas de nuance. Et donc, c'est très bien parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais le balancier est parti beaucoup trop vers le politiquement correct. Et maintenant, il faut que tout le monde trouve un terrain d'entente. Et c'est pour ça que tout le collège, depuis 3 jours, et je remercie infiniment Joëlle Belaïchalard pour tout ce qu'elle fait, pour effectivement que le collège prenne la direction de prôner la bientraitance qu'on faisait avant, mais peut-être pas suffisamment, en tout cas pas suffisamment dit. Mais juste, je pense qu'il faut vraiment que les choses s'équilibrent pour qu'on puisse de nouveau tous travailler dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Alexandra de ce que tu as dit, que je soutiens complètement. Alors merci aussi pour vos exposés et merci Philippe de cette session de ce matin. Par rapport à ce que vous avez dit Madame Médel, il y a des chiffres désormais, ils sont tout récents. Je vais me faire un plaisir de vous les offrir, mais comme tout le monde n'est peut-être pas au courant, l'enquête nationale périnatalité qui a été présentée aussi ici avant-hier a interrogé cette année pour la première fois les femmes qui le voulaient bien 2 mois après l'accouchement. On leur a tous proposé pendant leur séjour en maternité et l'immense majorité a dit oui. Et cette fois-ci, on a une vraie enquête, pas des questionnaires lancés par des associations où seuls, comme nous on le fait quand on n'est pas content d'un hôtel, on répond. Quand on est content d'un hôtel, on dit jamais rien. Donc là, vous avez des vraies statistiques. Alors, ce qui s'appelle violence, moi, je préférerais vraiment qu'on l'appelle absence de bienveillance, absence d'empathie, et je pense que le terme contribuerait à restaurer un dialogue. Mais on a des chiffres. Donc là, par exemple, on sait qu'en tout, on a interrogé des gens sur « Avez-vous été l'objet de paroles, gestes, attitudes inappropriées de la part des personnels de santé ?» Alors, parfois ou souvent, pour les paroles, c'est 10%, pour les gestes, c'est 7%, et pour les attitudes, c'est 10%. Ça veut dire il faut arrêter de dire que c'est une généralité. Le deuxième point, il y a aussi quelque chose de très important, parce que ce ne sont pas les chiffres que certaines associations diffusent. Quand on demande aux femmes « Avez-vous eu ou non donné votre accord avant de réaliser un toucher vaginal ?» 4,2% des femmes disent qu'on ne leur a jamais demandé leur accord avant de réaliser un toucher vaginal au cours de leur grossesse. Alors, je ne dis pas qu'on est tous parfaits, loin de là. Je dis simplement que si on veut restaurer le climat de confiance, et ça va un peu dans le même sens qu'Alexandra, il faut redire que non, gynécologue n'est pas violeur et que toute la profession ne peut pas être sans arrêt mise en cause. Bien entendu qu'on écoute, bien entendu qu'on entend la parole des femmes, mais il faut effectivement que le balancier soit bien équilibré. Catherine Rongière. Merci à vous toutes, c'était vraiment passionnant et vous interrogez évidemment des choses qui nous concernent au quotidien. Vous avez parlé des consentements écrits signés qui finalement n'avaient aucune valeur. Or, on en fait signer je ne sais pas combien par jour, par nos patients en AMP en particulier. Et s'il arrive quelque chose, il y a toujours cette inquiétude de dire « j'avais pas bien compris, j'ai signé un truc, mais vous m'avez mal expliqué ». Donc, en fait, c'est ça qui est très complexe pour nous. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on est protégé par rien, en fait. Lisan demande comment on fait pour amener la preuve qu'on a expliqué, qu'on a demandé le consentement. Donc,
Donc ça, c'est la preuve orale, qu'on a expliqué les choses. Quand on a une preuve écrite, même écrite, elle n'a pas de valeur. Donc au final, dans quelle situation on est, effectivement, moins on en fait, mieux on se porte, quoi. Je pense que tu poses très bien la question par rapport aux deux exemples que je voulais donner pour finir. Je pense qu'il n'y a pas de réponse formelle à ta question. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dites, mais tout ne peut pas être dit parce qu'on n'anticipe pas. Et donc très brièvement, deux des exemples que je voulais donner, c'est un couple catholique pratiquant qui hésite longtemps avant de venir en assistance médicale à la procréation, et puis qui y vient en acceptant la fécondation hors du corps humain. C'est une indication qui ne nécessite pas autre chose. Il y a les rendez-vous, il y a les explications, il y a bien sûr les signatures de consentement. Et le jour de la FIV, le biologiste estime que les caractères spermatiques sont moins bons que ce qui était attendu et fait une fécondation in vitro par micro-injection. Le transfert embryonnaire est fait, on explique absolument tout le déroulement, et c'est au dernier moment que le biologiste dit à propos, on est content d'avoir tous ces embryons parce qu'on a fait ça. Le couple s'effondre parce que c'était leur limite. Leur limite, c'était qu'il devait y avoir une fécondation issue du hasard, alors de la main de Dieu, ou on peut l'appeler comme on veut, mais non remplacée par le choix d'une main humaine. Et qui ont été dans un drame absolu pendant les 15 jours qui ont suivi la FIV. Alors ce sont des exemples caricaturaux et pas quotidiens, mais tous les consentements étaient là, il n'y avait pas d'agression, l'information avait été donnée, mais il n'avait pas été précisé qu'on pouvait changer de technique. Et le deuxième exemple que je vais donner extrêmement rapidement, c'est la complication dans nos équipes de l'information pluridisciplinaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon très fréquente. Et l'exemple que je voulais donner, c'était une plainte pour transfert d'embryon chez une femme épileptique sous valproate et qui avait eu l'information du neurologue qui était passé par toutes les étapes, y compris le consentement signé, et qui malheureusement a eu un enfant qui était atteint de handicap et qui s'est retourné contre l'équipe. Et ce qui m'a beaucoup interpellée dans ce procès qui dure encore et qui meurtrit complètement l'équipe qui est en cause, c'est la façon dont le consentement, l'information, tout a été parfait, mais on n'a pas été jusqu'au lien entre les différents intervenants dans cette information qui dépend de plusieurs personnes les unes après les autres. Et je pense qu'on ne pourra jamais se garder d'histoires qui ne vont pas rester des histoires de cas. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Quand tu dis qu'il n'y a pas de réponse formelle à cette question, nous, on a besoin d'une réponse formelle parce que quand on va devant les magistrats et qu'on n'est pas capable d'administrer la preuve que la patiente a consenti, formelle ou pas. Alors j'ai un ami à Turin qui m'a dit « Comment tu fais pour les consentements sur les biopsies de trophoblastes ? Ça peut donner 1% de fausses couches. » J'explique. Il me dit « Moi, j'ai fait autrement. J'ai installé une caméra au-dessus de mon bureau et quand je donne le consentement, je demande à la patiente « Est-ce que vous permettez que je filme les informations et comment vous les comprenez ?» Et si elle n'accepte pas, je ne lui fais pas la biopsie de trophoblastes. Ça, c'est une manière formelle de pouvoir prouver le consentement. Alors ma question, elle est extrêmement simple. Je demande comment tracer ce consentement, puisque nous faisons tous 50 actes par jour, et parfois bien plus, qui nécessitent un consentement formel. Comment je suis capable d'administrer son consentement et de le prouver, puisque l'écrit vaut rien, est-ce qu'il faudra passer aux caméras ? Oui, alors c'est une question juridique, là pour le coup, on peut y répondre en fait assez. Donc la formalisation ne vous protégera pas dans la mesure où, contrairement à un contrat, qui est un acte juridique et qui ne peut se prouver que par l'écrit, le fait d'avoir donné son consentement, c'est un fait juridique, donc qui peut être prouvé par tout moyen. Donc la liberté de la preuve en matière de faits juridiques a pour conséquence qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent être apportées
comme au soutien de la preuve que vous avez sollicité, informé et sollicité le consentement. Face à certains actes qui sont d'une particulière complexité, ça peut se justifier qu'il y ait des écrits qui soient donnés en amont, des formulaires, d'ailleurs ça existe, des dépliants sur la péridurale et sur tout un tas de choses. Donc quand on a un contenu informationnel déterminé qui peut utilement être donné en avance, c'est utile. Quand on demande à quelqu'un si on peut lui faire un toucher vaginal, il n'y a pas nécessairement de longues explications à donner en amont. Ce qui peut simplement, et dans l'hypothèse où on serait face à un contentieux, où vous seriez emmené devant un magistrat parce que vous seriez accusé de ne pas avoir sollicité consentement, ce qui se passerait très certainement, c'est que les autres patientes qui ont l'habitude d'être en consultation avec vous seraient questionnées sur la manière dont les consultations se déroulent. Parce que dans un certain nombre de cas, l'absence de recueil de consentement n'est pas niée par le praticien qui dit bah oui, j'ai pas le temps, ou oui, j'imagine que quand elle est là pour être examinée. C'est très différent, et je pense qu'une pratique qui évolue dans le sens de solliciter le consentement. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous fasse un toucher vaginal? Est-ce que vous êtes d'accord que je vous fasse un toucher rectal ou une palpation mammaire, etc. Parce que ça a une utilité, en quelques mots, hein, voilà, ça peut avoir une utilité. Ben, si c'est répété 30 fois par jour, comme vous le disiez, à toutes les patientes, ben, vous aurez une présomption de fait, hein, une présomption en votre faveur, permettant de considérer que vous avez l'habitude d'informer et de solliciter le consentement, et que dans ces cas-là, ce sera sans doute à la patiente qui devra de renverser cette présomption. Un patient, un professionnel de santé qui a l'habitude de ne jamais recueillir le consentement de ses patientes et qui a 50 patientes qui vont dire « Ah ben non, j'arrive et puis je me mets là et puis je fais ce qu'on me dit », la présomption va peser dans l'autre sens. Mais on est en matière de faits juridiques, donc on est face à des présomptions qui sont des présomptions de faits, des faisceaux d'indices qui vont être concordants. Oui, moi je connais ce praticien, je sais qu'il ne demande jamais l'avis des patientes, bah, ça peut être ça. Après, il y a toutes les questions de déontologie, de confraternité, etc. Mais c'est pas du tout, faut pas que ce soit effrayant. Et en réalité, c'est le contenu du rapport face à ces questions de consentement. C'est que, a priori, si l'information est donnée et que le consentement est recueilli et que c'est une pratique qui se généralise pour le praticien, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas prouver qu'il a demandé l'avis de la patiente et qu'il a obtenu son consentement. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut... Oui, peut-être pour compléter, j'ai envie de revenir à... Parce que la question n'est pas nouvelle, hein, vous vous en doutez bien, vous le savez. Oui, tout à fait. Alors, je pense notamment à des travaux qui avaient eu lieu à l'HAS. J'avais participé à un groupe de travail en 2011 sur les recommandations de bonnes pratiques pour la délivrance de l'information aux patients. Et je me rappelle très bien la discussion qui avait eu lieu sur justement, est-ce que finalement, le fait que de signer le document « j'ai bien reçu l'information » suffisait. Et si vous relisez ces recommandations de bonnes pratiques, on dit qu'en soi, c'est pas ce qui était recommandé. C'est-à-dire le fait de ne pas signer, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, c'est finalement d'aller sur un faisceau d'indices, sur un cheminement pour essayer d'établir et de tracer dans le dossier peut-être les différentes étapes qui font que l'information a été donnée à tel ou tel moment, peut-être par différentes voies, peut-être ça a été c'est ressorti durant les auditions actuelles au sein des derniers travaux du CCNE sur des exemples, parce que c'est pas nouveau et vous n'êtes pas les seuls à vous poser les questions. Alors, donc il y a des pays qui soit font signer systématiquement, des pays qui ont imaginé une sorte de chaperon systématique pendant la consultation. Nous, voilà, l'avis n'est pas sorti, mais en tout cas, on s'orienterait quand même davantage sur la possibilité, si une patiente demande à être accompagnée, que ça soit possible, et que peut-être à l'inverse aussi, si la situation est très complexe, de proposer aux patients d'être accompagnés. C'est pas toujours très simple, hein, mais il faut trouver le plus juste équilibre, et effectivement, le terme de nuance, c'est très approprié dans ce champ-là. La violence est bilatérale. Les médecins dans l'insécurité sont en train d'arrêter de faire des examens gynécologiques. C'est au détriment des patientes. Et nous considérons de plus en plus qu'on est dans une forme de nouvelle maltraitance parce qu'on a une obligation de soins, pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens.
Et quand on essaye de concilier nos obligations, et en public, je ne vous dis pas ce qui se passe actuellement, et le fait d'avoir cette inversion de la charge de la preuve, et le fait que le non-consentement nous soit de temps en temps opposé, alors que c'est simplement un consentement qui a été dénié a posteriori des actes, n'oubliez pas qu'on soigne des patientes qui ne sont pas bien dans leur tête, qui ont des problèmes mentaux. On a tout dans notre... Et on ne peut pas sélectionner les gens qu'on soigne. Eh bien ça nous met tous dans l'insécurité. Et les médecins dans l'insécurité, ce n'est pas bon pour les patients. Alors, un mot pour vous dire que dans les travaux actuels, on a listé en fait les risques de part et d'autre. C'est un travail tout à fait intéressant de se dire du côté patient et du côté soignant, quels sont les risques encourus, notamment dans cette montée de ces tensions que vous décrivez, et notamment la désaffection ou le renoncement aux soins des patients elles-mêmes, et je sais qu'on en a souvent discuté avec Alexandra, mais aussi de la désaffection de la spécialité possible par crainte. Voilà. Et votre exemple de caméra, je pense que ce n'est pas forcément de nature à créer les conditions minimales d'une confiance et d'une sérénité dans la consultation. Oui, je voulais juste répondre à Alexandra et à vous, madame. Vous souleviez le fait qu'il y a des dérives et que, évidemment, sur Twitter, cette étudiante dont vous parliez avait reçu toutes les formations et qu'elle avait attaqué de façon diffamatoire cet enseignant. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est évidemment très choquant. Ce mouvement de radicalisation, d'attaque ad hominem et surtout d'attaque devant les tribunaux, il touche tous les milieux. Vous voyez ça, c'est quand même le grand débordement des réseaux sociaux, cette espèce de délire absolu qui consiste à jeter l'image de quelqu'un comme ça sur la place publique et à porter atteinte à son honneur. Hélas, c'est un mouvement que nous voyons partout. Alors, ça nous touche particulièrement sur les soignants, parce que d'abord, on a de moins en moins de gynécologues, de moins en moins d'obstétriciens, donc il y a un problème d'accès aux soins. Et le deuxième point, c'est que l'un des mouvements que je trouve les plus préjudiciables, et vous l'avez dit, Israël Nizan, c'est la judiciarisation de l'acte médical. Il y a une tendance qui nous vient quand même des États-Unis, où maintenant, le patient... alors d'un côté, c'est bien depuis la loi Kouchner que les patients aient des droits, etc. C'est très bien, mais de l'autre, il y a cette judiciarisation qui risque de brider l'initiative et la prise de risque. Parce qu'on souffre aussi des trop grands protocoles de soins qui nous mettent dans des petites cases, nous, patients. Face à ça, et je voulais dire, il y a quand même deux sujets un tout petit peu différents. Il y a la mise en cause de votre responsabilité éventuellement civile professionnelle pour pénale. Ça, c'est un sujet. Mais malgré tout, ça n'est pas le même sujet que cette espèce de mouvement qu'on voit un peu se répandre sur ces femmes qui s'estiment victimes, pas de violence, mais de leur position de patiente et de cette position de faiblesse dont elles estiment qu'elle n'est pas suffisamment prise en compte. Et c'est quand même deux sujets différents. Le premier sujet touche quand même peu de cas, heureusement. Il n'y a pas chacun d'entre vous, j'espère, n'a pas eu à subir plus de 5 contentieux par an, et ce serait déjà énorme, même un contentieux. Donc, malgré tout, c'est bloquant les contentieux, mais ça reste quand même heureusement le minimum. Après, l'autre cas, c'est qu'on arrive à régler ce que certains appellent, à mon avis à tort, les violences obstétricales, mais cette espèce de mouvement de victimation où il y a quelque chose qui ne se noue pas et sur lequel on peut travailler juste dans le relationnel. Dans le relationnel, dans l'empathie, quelque chose sans doute à travailler de part et d'autre. Oui, Pascal Basset, je suis sage-femme coordinatrice et actuellement dans un réseau de périnatalité. Je voulais relever que dans la même conversation, on parle à la fois de restaurer la confiance et de filmer les patients. Personnellement, en tant que patiente, si mon médecin me demande s'il peut me filmer pendant qu'il m'explique des choses, je crois que je vais me sauver en courant. Et puis sinon, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a les affaires médiatisées qui sont des choses ponctuelles, pour gravissimes qu'elles soient, mais il y a le quotidien. Alors oui, là je m'adresse à Madame Maedel, c'est vrai que la formation c'est une bonne chose, mais vous pouvez mettre toutes les formations du monde, quand vous aurez des consultations de gynéco blindées au point d'avoir une femme tous les 7 à 10 minutes, comment voulez-vous être dans... parler aux gens, leur expliquer les choses. Et ça, c'est une forme de violence, à la fois pour les patients, mais aussi pour les soignants. Parce que nous faire notre métier dans ces conditions-là, c'est pas vraiment quelque chose de bien.
Bonjour, merci pour cette session. Je m'occupe d'une maternité qui fait 3500 accouchements et je voudrais qu'on reparle surtout de la problématique on a parlé beaucoup de violence obstétricale et de l'accouchement. L'accouchement, par définition, c'est un événement qui est extrêmement traumatisant, extrêmement violent. Et aujourd'hui, on a beaucoup travaillé suite à toute cette actualité sur les violences obstétricales, sur l'information. Et en fait, les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on essaie de travailler un maximum sur l'information, mais la majorité de nos maternités manquent de grosso modo de 10 à 30% des sages-femmes. Et aujourd'hui, on se retrouve à devoir sacrifier ces temps de préparation à l'accouchement, qui étaient tous ces temps d'information. Et donc, on se retrouve entre le marteau et l'enclume, finalement, à faire des accouchements qui sont, où on n'a plus le temps de faire la demande de consentement parce qu'on est dans l'urgence. Et finalement, on se retrouve dans un hiatus où on est les coupables de violences obstétricales. On n'a pas pu les expliquer en amont parce que maintenant, on n'a plus de moyens pour le faire et qu'on essaye juste d'assurer un minimum de sécurité pour les patientes. Et aujourd'hui, c'est la vraie vie. C'est-à-dire qu'on nous demande de plus en plus de faire d'informations avec de moins en moins de moyens. Deux mots, parce que vos questions se ressemblent. Moi, je partage évidemment le constat et c'est quand même difficile de faire preuve d'empathie, de calme, de patience quand on a 7 minutes pour s'occuper d'un patient. Ça, je l'entends tout à fait. Simplement, je ne peux que proposer des idées. Il est évident qu'il faudrait changer la façon dont, augmenter le numerus clausus. Alors ça a été fait, mais on va mettre 5 ans à en voir les conséquences et à améliorer évidemment les conditions de travail quotidiennes. Alors à part ça, il y en a quand même aussi qui, même en urgence, qui arrivent à avoir les mots qu'il faut et les mots justes, fort heureusement. J'ai juste une question, si je peux me permettre. Vous avez parlé de la césarienne en urgence avec... Donc comment on fait si une patiente refuse, ce qui nous est arrivé, alors que le gamin il va mourir, quoi. C'est-à-dire s'il ne sort pas, il meurt. Donc, c'est quoi notre possibilité? C'est non-assistance à personne en danger. On a refusé d'accepter le refus de la patiente. S'il meurt, ça ne va pas. S'il ne meurt pas et qu'on a fait la césarienne et qu'il va bien, on sera quand même... Enfin, vous voyez la situation dans laquelle on est? Et ce n'est pas des choses qui arrivent rarement. Donc, si vous avez une réponse... La réponse, c'est ce que je disais tout à l'heure, la réponse du droit, elle est simple en fait. C'est humainement compliqué, mais juridiquement simple. C'est qu'un refus d'acte médical, dans cette hypothèse, il faut respecter le refus de la patiente, y compris si ça implique le décès du bébé in utero. C'est ce que dit le droit. C'est ce que dit le droit, mais je peux vous dire que ce n'est pas ce que nous faisons. Oui, et parce que nous avons été dressés depuis toujours pour sauver la vie. Et la vie d'un enfant à naître, même s'il est sous le coup d'une maman qui, par exemple, fait une bouffée délirante au moment de son accouchement et qui dit « foutez-moi le cantouche, je ne veux plus vous voir », eh bien, malgré tout, on va sauver son enfant. À nos risques et périls. Sans quoi, en tant que professeur de médecine, j'aurais tendance à ne pas donner le diplôme à celui qui ne le ferait pas. Donc, ne pas écouter le droit, c'est notre ethos et notre fierté. Alors, j'allais dire juste l'impossibilité. Enfin, quand vous parlez de bouffée délirante, ce serait couvert par l'hypothèse d'impossibilité de donner le consentement. Souvent, le diagnostic est fait après. Souvent, le diagnostic est fait plus tard. On te donne un micro. Toute la jurisprudence, pas nécessairement sur l'accouchement, la césarienne, montre bien, pour par exemple les témoins de Jéhovah qui refusent une transfusion, tu as quand même la possibilité, en urgence, et si le refus n'est pas réitéré, dans les cas où, effectivement, comme tu le dis, Anne, c'est finalement la parole du patient, le refus qui l'a emporté, c'est dans des cas où ça avait été réitéré. Vous avez, et comme tu l'as dit, c'est votre éthique qui vous l'impose, c'est pour ça que vous êtes devenu médecin, dans l'urgence, vous le faites. Si plusieurs fois, alors que la patiente, pour autant qu'elle était en état de comprendre, c'est toujours la même chose, mais si plusieurs fois la patiente vous dit « je ne veux pas cette transfusion », pour le cas effectivement d'un accouchement en césarienne, c'est plus compliqué, mais le cas le plus, je ne sais pas ce que tu en penses, Anne, le Princeps, c'est la réitération plusieurs fois du refus. Là, vraiment,
vous devez vous en tenir à ce qu'elle dit. Sinon, je pense que... Donc il y a bien une volonté de concilier les tribunaux. Vous ne vous feront pas tomber comme ça un coup près. Ils essayent de voir comment on peut, et je rejoins ce que disait Juliette Madet, essayer de trouver des solutions où l'accord se fait, où on recherche, où vous changez votre manière d'écouter, et si c'est plusieurs fois dit non, c'est le non qui l'emporte. Il faut dire que nous sommes aussi mal dans les tribunaux que vous êtes mal dans les hôpitaux. Donc c'est juste une petite remarque d'ambiance. Maintenant, il me reste, parce que nous sommes obligés de rendre l'antenne, de remercier les excellents topos. Ce problème du consentement est en gestation et on va être obligés tous, notre société, d'accoucher de solutions qui soient conformes à l'évolution de notre société, et MeToo a passé par là, mais qui soient aussi conformes à ce que les soins ne soient pas obérés par des médecins qui disent « moi je protège mes coronaires, donc je ne fais plus de touchés vaginaux ». Ça, c'est un très gros risque. Ça a commencé à Paris. Plusieurs collègues chirurgiens sont venus me voir en me disant « je ne regarde plus que les IRM, tu comprends, je n'ai pas envie d'aller au tribunal ». Et ça, c'est une vraie dégradation de la... Donc il faudra qu'on refasse, Madame la Présidente, d'autres tables rondes sur le consentement. Merci à la Commission d'éthique de nous avoir procuré ce moment de belle réflexion. Et merci aux orateurs.